propose qu'on commence. Bienvenue à toutes et à tous. Je crois que vous êtes nombreux, en tout cas, à vous êtes inscrits ce soir à cette webconférence autour de la transformation publique dans les collectivités pour voir un petit peu quels sont les leviers d'action. Du coup, pour rapidement me présenter, moi, je m'appelle Léa, je suis responsable média chez Profil Public. Alors, Profil Public, on est en fait une plateforme qui est hybride, à mi-chemin entre un site média, pour faire tomber un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir sur le secteur public, montrer la diversité des acteurs, la diversité et le caractère innovant des projets qui peuvent y être menés, et à mi-chemin entre un site d'emploi, où l'idée, c'est de valoriser les offres d'emploi du secteur public et aider les organisations à développer leur attractivité RH et ce qu'on appelle la marque employeur. Du coup, pour rappeler juste les petites règles pour la clarté des échanges, n'hésitez pas, tu peux peut-être changer la slide, Joseph. N'hésitez pas à couper vos micros, comme je disais, c'est pour qu'on puisse s'entendre et entendre nos intervenants. Vous pouvez vous renommer pour qu'on puisse vous identifier. N'hésitez pas aussi à laisser votre caméra pour que ça reste plus humain. Et surtout, on vous encourage à poser toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport à ce qui sera dit par nos intervenantes de ce soir dans le chat. L'idée, c'est qu'on puisse y répondre et que les échanges restent le plus interactifs possible. Voilà. Du coup, je vais laisser la parole à Joseph et Chloé, qui sont nos deux ambassadeurs profil public, donc qui sont à l'origine de cette webconférence et qui vont l'animer ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Chloé Baïf, je suis chef de cabinet à la mairie du Port, qui est une commune de l'ouest de l'île de la Réunion, pour ceux qui connaissent. Je m'excuse d'avance pour la voix un peu éraillée parce que je suis un peu grippée, donc c'est possible qu'à un moment ça coupe. J'espère pas, mais voilà. Et donc voilà, donc je suis chef de cabinet depuis 9 mois dans une collectivité locale et le sujet de l'innovation publique territoriale, c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant parce que en travaillant quotidiennement, je vois la résilience des acteurs et leur capacité à toujours trouver des solutions face aux nouveaux défis qui arrivent. Et je trouve ça extrêmement inspirant, extrêmement motivant de voir que les collectivités locales peuvent s'adapter, particulièrement en Outre-mer où les défis sont vraiment énormes. Donc voilà, donc j'ai hâte d'entendre les interventions de nos deux intervenantes et j'espère que vous allez apprécier cette webconférence. Merci Chloé, merci Léa. Pour ma part, je suis aussi ambassadeur de la plateforme Profil Public et je suis à côté de ça jeune consultant au sein d'un cabinet de conseil spécialisé sur le secteur public et les administrations notamment territoriales. On accompagne beaucoup de collectivités, des départements, du bloc communal, des régions. L'idée qu'on a eue, alors j'ai rejoint la plateforme Profil Public notamment parce que j'ai trouvé un premier stage dans une administration centrale grâce à la plateforme. Et l'idée, c'est toujours évidemment de promouvoir les valeurs du service public et l'innovation qui va avec. Ça nous permet de directement présenter du coup l'idée qu'on a eue avec Chloé sur la thématique de cette conférence, sur la transformation publique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités font face à des défis nombreux, on aura l'occasion d'en reparler. Et l'idée, c'est de concevoir cette webconférence comme un lieu à la fois d'échange, de partage d'expériences, pour essayer de trouver ensemble des méthodologies, des nouvelles manières de travailler, et aussi de s'intéresser à ce qui se fait ailleurs, parce que c'est aussi comme ça que les idées émergent. Ça me permet aussi de maintenant vous présenter nos deux intervenants qu'on a le privilège de recevoir. Madame Agnès Bachelot-Journet, qui est directrice de la performance et de la modernisation du service au public au sein du département de l'Isère, et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur cette préposition du service au public et non pas du service public, que je trouve assez intéressant. Et on aura aussi l'occasion d'écouter l'intervention d'Héloïse Barret, qui est consultante senior de Verso Consulting. Éventuellement, je peux vous laisser toutes les deux vous présenter peut-être un petit peu plus en détail sur votre parcours et sur vos activités respectives.
Je commence, ou Héloïse? Je vous en prie, Agnès. Vous pouvez y aller. Alors, Agnès Bachelot-Journet, donc moi j'ai fait toute ma carrière dans la fonction publique territoriale. J'ai occupé des postes très divers, de directrice des finances, de responsable de la vie associative, etc. Et depuis 6 ans, en fait, il y a 6 ans, le DG de l'Isère m'a proposé de le rejoindre en Isère, parce que c'était avant le DG du Rhône dans lequel j'étais, pour créer cette direction qui s'appelle donc Performance Modernisation du service effectivement au public, et le haut a tout son sens, au sein du département de l'Isère. Et l'objectif, c'était en fait de regrouper au sein d'une direction rattachée directement au directeur général des services, et ce rattachement est aussi extrêmement important, un certain nombre de missions d'appui qui concernent l'évaluation des politiques publiques, l'observation, l'audit, tout l'accompagnement au pilotage des objectifs et des risques, et aussi l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose qui est très présent en Isère depuis des années, bien antérieur à la création de cette direction. Mais la création de la direction était l'occasion d'ancrer cette notion d'innovation au sein de la collectivité. Merci beaucoup. Héloïse, je vous en prie. Donc à mon tour, c'est parti. Bonsoir à tous déjà. Merci à Profil Public de nous accueillir virtuellement ce soir. C'est un plaisir de participer. Donc Héloïse Barré, consultante senior au sein du cabinet Verso Consulting, un cabinet spécialisé dans la transformation des Outre-mer. Donc c'est un cabinet assez généraliste de conseil, mais vraiment spécialisé sur les territoires ultramarins. Donc on y retrouve les offres qu'on trouve dans les cabinets généralistes au national, c'est-à-dire des offres en transformation d'organisation, en transformation de systèmes d'information, et également sur le plan de la mise en place de stratégies, et notamment en particulier pour le secteur public, puisque les acteurs publics ultramarins ont quand même des défis un peu particuliers à relever, et on y reviendra. Donc au sein du cabinet, on est tous des consultants qui sommes généralistes, donc amenés à intervenir sur les 3 offres, organisation, système d'information, stratégie. Mais de par mon parcours, je suis plutôt intervenue sur des missions qui sont en lien avec la stratégie du secteur public et de développement économique en particulier, puisque ça fait donc 2 ans et demi que je suis consultante au sein de ce cabinet, 4 ans que je suis rentrée m'installer à l'île de la Réunion, donc l'île dont je suis originaire, comme Chloé. Avant ça, j'avais commencé ma carrière après Sciences Po directement dans le conseil au secteur public. J'avais démarré en Afrique de l'Ouest, donc Afrique francophone. J'étais basée au Sénégal, où j'ai pu intervenir pour accompagner la transformation des gouvernements ouest-africains, notamment dans la modernisation de l'action publique. Ça a été le cas, par exemple, pour un projet de mise en place d'un système d'information de la gestion de l'information financière pour le ministère de l'économie et des finances du Sénégal. C'était l'équivalent de la mise en place du projet Chorus pour la France, si ça parle à certains. Donc un gros projet d'assez grande ampleur quand même en termes de mise en place de nouveaux process de gestion. Et puis également sur le plan stratégique, j'avais pu intervenir dans la définition de plans d'émergence. En tout cas, c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque. C'était un peu le terme à la mode, c'est-à-dire plan d'émergence économique. Donc, c'était en général des plans quinquennaux ou décennaux pour l'amélioration des conditions de vie en général et donc le développement économique. Donc, ça fait maintenant à peu près 6 ans que je suis consultante et plutôt spécialisée sur l'accompagnement du secteur public sur différents aspects. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci Héloïse, merci Agnès pour cette présentation. On voit qu'on a 2 profils qui sont différents, donc on a public et privé et qui sont très complémentaires puisque les cabinets travaillent aussi à la transformation publique des collectivités.
Donc, je vais enchaîner tout de suite sur les questions. En commençant par la première question, à vous deux. Quels sont les défis de l'innovation publique territoriale selon vous? Donc, c'est-à-dire, quels sont selon vous les enjeux, les grands enjeux de nos sociétés qui rendent la transformation organisationnelle de nos collectivités souhaitable, voire indispensable? Héloïse, par exemple. Alors, moi, je vais commencer par, du coup, un angle qui est très particulier, qui est celui des Outre-mer. C'est un point de vue qui est, je pense, sans doute très différent de ce qu'Agnès a à nous apporter, puisque c'est vrai que c'est un angle de vue qui est tout à fait particulier. Parce que déjà, il faut savoir qu'on parle souvent de l'Outre-mer comme d'une entité en soi, hein, alors que l'Outre-mer n'a rien de monolithique. L'Outre-mer, c'est avant tout une mosaïque de territoires qui sont très différents, en particulier donc en termes de culture, en termes de géographie, en termes de population, bien sûr, mais surtout pour le sujet qui nous intéresse, en termes de statut. C'est-à-dire que les collectivités territoriales dans les Outre-mer ont vraiment des visages très différents. Par exemple, là, on vous parle de La Réunion, qui est une région monodépartementale qui, pour le même territoire, dispose d'un conseil régional et d'un conseil départemental. C'est également le cas pour la Guadeloupe. En fait, la Guadeloupe et la Réunion sont les collectivités en termes de taille qui sont les plus conséquentes pour l'outre-mer. Ensuite, on a d'autres statuts. On a les collectivités uniques qui rassemblent certaines des compétences à la fois de la région et du département au sein de la même collectivité. Ça, c'est le cas de la Martinique, de la Guyane. C'est également le cas de Mayotte, donc le département de Mayotte. On a également des collectivités territoriales avec un statut particulier. Ça, c'est le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna. Et on a enfin des statuts qui sont uniques et qui sont sui generis, entre guillemets, puisque c'est des statuts que l'on retrouve nulle part et qu'on connaît d'ailleurs très peu au sein de la République. C'est les statuts de pays d'outre-mer. C'est le cas pour la Polynésie française et pour la Nouvelle-Calédonie, qui ont chacune un président et un gouvernement, des ministres, une assemblée nationale qui ratifie des lois propres au pays, ainsi qu'une monnaie particulière. Donc, dans cette mosaïque-là, il faut savoir que chaque territoire a forcément ses problématiques très particulières. En ce qui nous concerne, nous, on intervient essentiellement auprès de la zone océan Indien et donc Antilles-Guyane. Donc, je vais vous parler plutôt, moi, du côté océan Indien et notamment des défis qu'on y trouve. L'une des problématiques très particulières à nos territoires, je dirais que c'est d'abord l'écart d'appropriation des compétences entre les collectivités d'outre-mer et le national. Puisque en France, les départements existent depuis le XVIIIe siècle, hein, à peu près. Il faut savoir que les dernières collectivités d'outre-mer, celle de Mayotte par exemple, Mayotte est devenue un département en 2011, un département français. Donc c'est quand même extrêmement récent. Elle est également entrée dans l'Union européenne en tant que région ultra-périphérique depuis 2014. Donc, il faut savoir que dans la dernière décennie, il y a eu des changements de statut qui sont vraiment structurels. Et c'est le cas pour la plupart des Outre-mer, des statuts qui ont évolué au gré de l'histoire, au gré de la conjoncture. Et donc, ça crée vraiment un décalage dans l'appropriation, puisque là où en France, ça fait des siècles, en tout cas au moins des dizaines d'années, que l'administration se met à jour, se modernise et apprend met en place des modes de gestion qui sont nouveaux. Par exemple, à Mayotte, l'innovation territoriale, c'est tous les jours, puisqu'en fait, l'action publique est une innovation en soi. Donc, ça crée quand même des challenges en termes de notamment mise en place de tout simplement méthodes de gestion de projet, puisque ce qui est devenu normal maintenant dans l'administration française, la mise en place, par exemple, d'indicateurs de suivi de la performance, la mise en place d'objectifs, et puis d'une comitologie, de gouvernance politique. Tout ça, c'est devenu vraiment chose courante un peu partout dans les administrations. Ça ne l'est pas encore tout à fait pour certaines de nos collectivités, et donc c'est vraiment un apprentissage progressif. Je pense que ça, c'est le défi principal. Merci, Héloïse. Agnès, votre avis sur la question? Alors, moi, oui, je poserai des défis sans doute plus globaux.
pour moi, le premier défi de l'innovation publique territoriale, c'est que on a une seule certitude aujourd'hui dans nos vies, c'est que le changement sera permanent et que on va être obligé de gérer crise après crise. Et donc, je ne sais pas si vous aviez vu la petite, le petit dessin humoristique du tunnel du Covid avec Poutine derrière qui disait c'était la fin du tunnel et Poutine qui était au bout du tunnel en disant coucou. Donc, la réalité de notre société, c'est ça aujourd'hui. Et donc, la réponse qu'on doit apporter ne peut être qu'une réponse faite d'agilité, de créativité, de propositions de solutions innovantes, nous oblige à sortir sans arrêt de notre zone de confort, à réinventer nos modes d'intervention pour demain et à réinventer aussi le rôle de l'administration, puisque, et c'est mon deuxième item, puisque notre deuxième challenge très important, c'est la question de la place et du rôle de chacun, du citoyen jusqu'à l'État. On a bien vu, je veux dire, on a pu constater à nouveau avec les élections présidentielles qui viennent de se dérouler qu'il y a une crise profonde de la représentativité. Il y a une crise profonde de la représentativité des élus. Il y a une demande des citoyens d'avoir des politiques beaucoup moins descendantes, mais des politiques davantage transversales, des politiques dont ils soient acteurs, dont ils puissent comprendre le sens. Donc, on a toute cette question qui est très complexe de faire cohabiter une représentativité élective démocratique telle qu'on la connaît avec une question de représentativité plus participative. Donc, on a toutes les questions de comment les citoyens participent à la mise en place des politiques publiques, comment on sort des silos, comment on fait de interinstitutionnel, comment on ouvre les politiques et le partenariat avec les entreprises, les associations, l'économie sociale et solidaire, la société civile. Et ça, c'est un vrai défi du haut en bas de la pyramide parce que il y a une attente forte, mais on a des élus qui sont encore qui revendiquent beaucoup leur légitimité élective comme le modèle démocratique central et quasiment unique. Et puis enfin, je disais qu'on passe de crise en crise, mais enfin, on a des défis énormes qui nous attendent. Il y a le réchauffement climatique, il y a le vieillissement de la population, il y a la question des pandémies qui va revenir, il y a les problèmes de migration. Avec la guerre en Ukraine, il y a les problèmes de tensions géopolitiques. Donc, la question de l'innovation publique territoriale, pour moi, elle est absolument centrale. Je veux dire, l'administration, si elle veut continuer à avoir son rôle de création de liens, de création de société, doit absolument se réformer, innover sans cesse et sans doute innover de plus en plus. Donc, voilà pour moi quels sont les défis de effectivement réfléchir innovation, réfléchir à une autre façon de faire de l'administration. Merci beaucoup. Ça me permet de poser peut-être une question un peu complémentaire. On a parlé des défis auxquels fait face l'innovation publique territoriale ou auxquels doit répondre l'innovation publique territoriale. Est-ce que dans la mise en œuvre et dans la généralisation de certaines pratiques innovantes, il y a des défis qui émergent parce que les administrations, justement, ces pratiques sont innovantes et apportent des choses nouvelles, et certaines administrations n'ont pas forcément une culture de l'innovation très répandue. Je pense à des administrations notamment récentes comme dans les territoires d'outre-mer dont Héloïse nous a parlé. Alors, je ne sais pas, Héloïse, si vous voulez répondre ou…
Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît, Joseph? Oui, c'était notamment sur l'aspect de l'innovation publique, c'est aussi une culture et euh, l'idée d'infuser et que les administrations infusent cette culture de l'innovation publique territoriale. Est-ce que dans des administrations un peu plus récentes, c'est encore quelque chose qui a développé, peut-être moins développé qu'en métropole? Ou Alors, on est je pense encore dans une que situation très descendante en termes de mise en œuvre des politiques publiques? oui. Alors, à mon avis, on est dans un entre-deux qui est assez contrasté, puisqu'en fait, on se retrouve souvent dans une situation qui est entre deux eaux, entre une administration qui a tendance à vouloir rester assez descendante, ce que disait Agnès tout à l'heure, par rapport au rôle des élus notamment, et à leur légitimité élective, et donc leur position qui est parfois un peu, enfin pas au plus proche de la société civile que ce que peuvent leur reprocher les populations, et en même temps, pour des territoires assez nouveaux, avec un potentiel d'innovation qui est fort, il y a la capacité à mettre en place de nouvelles façons de travailler, puisqu'on est quand même dans un écosystème où la question du qui fait quoi se pose assez souvent. Donc, on est amené assez rapidement à dialoguer entre différents acteurs, puisqu'en fait, on est sur des territoires très restreints, hein, tout simplement. Donc, ce qui fait que les acteurs se connaissent en général un peu plus et ont peut-être plus de facilité d'aller les uns vers les autres. Donc, en fait, ces deux dynamiques-là, c'est des dynamiques avec lesquelles on est obligé de composer au quotidien, mais qui sont en même temps source, à mon avis, d'un fort potentiel. Parce que il y a des dynamiques, disons, qui sont à la hauteur du challenge, de l'innovation en général, puisque pour faire face à ce que disait Agnès tout à l'heure par rapport aux défis globaux, au-delà de la gestion publique, quand on parle du contexte géopolitique en général, c'est un contexte qui nous touche avec quand même une acuité un peu particulière dans nos territoires, notamment du fait du caractère insulaire, du fait de notre éloignement par rapport à la métropole. On est à 10 000 kilomètres de l'Europe, ce qui fait qu'on a peu d'amortissement, disons, des chocs. Par exemple, en ce moment, très concrètement, on vit les ruptures d'approvisionnement qui sont vécues partout, on les vit avec une acuité particulière. Les ruptures d'approvisionnement sur des denrées stratégiques, notamment certaines denrées alimentaires, on les a vécues ces dernières années de façon très, très aiguë, ce qui fait que les questions se posent avec vraiment, vraiment beaucoup de force et en même temps, ces dynamiques-là qui existent et qui sont une source d'espoir à mon avis. Super, merci. Ça me permet de rebondir pour arriver sur la deuxième question, puisque ce dont tu parles, en fait, ce sont des dynamiques qui sont contradictoires, qui viennent s'auto-alimenter, parfois s'entrechoquer entre elles. Donc, à la fois, cette envie et ce besoin de changement de la part des collectivités elles-mêmes, souvent, et aussi des citoyens de la société civile qui veulent que les collectivités se transforment et soient toujours plus efficientes au service de l'usager. Et de l'autre, une résistance au changement qui existe partout, pas simplement dans les collectivités, pas que dans les collectivités d'outre-mer, mais partout. Du coup, j'aimerais bien vous interroger toutes les deux sur les méthodes, les leviers pour impulser ce changement et faire face à cette résistance des acteurs au changement et comment lever les freins. Agnès, peut-être ? Ok, oui. Alors, je vais commencer par les… Alors, je partage complètement ce que vous dites sur la peur du changement, sur… en métropole, il me semble qu'on n'est pas bon non plus pour travailler ensemble. Enfin, on voit bien que souvent… les gens ne se parlent pas entre collectivités ou entre collectivités et l'État. Enfin, je veux dire, il y a vraiment aussi beaucoup de travail. Mais donc, pour moi, les leviers d'action principaux sont le premier, c'est le portage de la direction générale. C'est-à-dire que et le rattachement de la DPM à la direction générale, pour moi, est important. C'est-à-dire que si la direction générale des services ne porte pas haut et fort cette question de l'expérimentation et de l'innovation, ça va être assez difficile.
Après, innover, c'est pas inventer. Hein. Innover, c'est juste faire différemment. C'est juste s'interroger sur ce qu'on fait, sur la façon dont on fait. C'est reposer la question du sens, reposer la question des objectifs, réinterroger pourquoi on a mis en place telle politique dans telle circonstance et est-ce que cette politique-là, aujourd'hui, a toujours son sens. Donc, c'est plutôt pour moi un état d'esprit que un côté un peu géotrouve-tout. Après, pour moi, c'est une politique de la tâche d'huile, c'est-à-dire que on claque pas dans les doigts en disant tiens, ce matin, on va être innovant. C'est comment on impulse une culture de l'innovation, comment les agents se sentent légitimes pour apporter des projets, parce que parce que j'ai fait beaucoup d'audits aussi, dans la question de la résistance au changement, quand vous interrogez les agents, quand vous allez voir les agents qui font le boulot, bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne sont pas résistants au changement, mais dans l'ensemble, ils ont le sens du service public, ils ont plein d'idées pour améliorer les choses, ils connaissent le terrain, etc. Donc, si on leur donne la parole à eux, si on leur laisse la possibilité de s'exprimer, si on les autorise à expérimenter, et quand je dis si on les autorise à expérimenter, ça veut dire qu'on les autorise à se planter. Donc, si on reconnaît le droit à l'erreur, voilà, si progressivement cette culture-là se met en place, pour moi, c'est vraiment ça l'innovation au sein du département. Alors, bien évidemment, il faut aussi des moyens. Donc, très concrètement, au département, on a, je disais tout à l'heure, 3 chargés de mission innovation. Donc, on a 3 attachés qui sont sur la question de l'innovation, la question de l'intelligence collective, la question d'accompagner les agents à faire autrement, les accompagner quand ils sont coincés sur une question pour proposer des méthodes d'animation, des méthodes d'animation créative pour pouvoir faire émerger des idées. Donc ça, on a ces 3 agents-là. On a un réseau qu'on appelle le réseau des connectés. Donc, dans toutes les directions, il y en a 25 directions, 13 territoriales et 12 départementales dans le département de l'Isère. Donc, on a un réseau déconnecté. C'est un réseau, donc une personne dans chaque direction qui a un peu cette appétence-là, cette culture-là. Et nos 3 chargés d'innovation ont la mission d'animer ce réseau. On a mis en place toute une politique de formation, en particulier de certification à l'intelligence collective. Donc, on a une convention, même un marché maintenant avec une association qui s'appelle Didascalis à Grenoble, qui fait des formations certifiantes à l'intelligence collective. Et chaque année, on a entre 5 et 10 agents qui se forment à ces méthodes-là. On s'appuie beaucoup sur les réseaux nationaux. Je remercie ici Profil Public, on travaille aussi avec la 27e région. On travaille sur des projets européens. Par exemple, on a participé au projet ASIS, qui était un projet Interreg Espace Alpin sur l'innovation sociale et comment mettre en place les conditions justement de l'innovation sociale. Et puis, dans cette histoire de culture aussi, il y a une place importante, à mon sens, aux questions de communication, de célébration et de valorisation. C'est-à-dire que quand je dis il faut encourager les agents, c'est-à-dire qu'il faut les écouter, il faut leur donner les moyens d'expérimenter, et il faut aussi communiquer sur ce qu'ils font, valoriser, célébrer les réussites et valoriser ces agents qui prennent des risques, qui sortent de leur zone de confort. Et progressivement, etc., on va avoir au départ les gens qui ont plus d'appétence sur ces questions-là, et progressivement, on va entraîner les autres, et ça va devenir une culture. Donc, je ne veux pas non plus vous faire un paysage idyllique et vous dire que dans l'Isère, tout se passe pour le mieux et qu'on n'a aucun frein au changement. Ce serait grandement vous mentir. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et les freins, effectivement, essentiellement, c'est la peur du changement, c'est on a toujours fait comme ça,
Ça peut être aussi des craintes politiques de récupération, par exemple sur l'économie sociale et solidaire. Bon, voilà, il peut y avoir ce genre de crainte, mais enfin dans l'ensemble, oui. Puis dans les moyens aussi, ce que je voulais dire, c'est que on travaille beaucoup en transversalité, parce que l'innovation, comme je disais, c'est un état d'esprit, c'est une façon de travailler. Donc, par exemple, là, avec la 27e région, on a monté un laboratoire d'innovation entre la ville de Grenoble, la métropole, le CCAS de Grenoble et le département de l'Isère. C'est aussi l'exemplarité est très très importante dans ces questions. Merci beaucoup Agnès, je trouve ça très intéressant pour résumer un peu ce que vous venez de dire. Déjà, la transformation, c'est commencer par l'humain, en fait, c'est de lui laisser l'espace de s'exprimer et de pouvoir innover dans la structure. Et puis, derrière ça, vient rapidement les moyens. Parce que si on ne se donne pas les moyens de faire de la transformation, on aura beau en parler et avoir de grandes volontés, ça ne marchera pas. Donc, les moyens, mettre concrètement des moyens humains et financiers, c'est important. Héloïse, est-ce que tu as une réaction par rapport à ça? Oui, il y a pas mal de choses dans ce qu'a dit Agnès qui ont résonné par rapport à nos territoires, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve également de la même façon, je pense, sur les réticences au changement. C'est pas la peine d'y revenir, je pense c'est les mêmes à peu près partout. C'est malheureusement quelque chose d'assez universel, hein, c'est vrai que bon, quel que soit le contexte, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et effectivement, la réticence au changement, c'est pas une réticence des agents en soi au changement, en fait. C'est souvent un frein par rapport à la mise en place de nouvelles façons de faire, parce que, qui résonne avec des craintes plutôt. C'est parce que je pense qu'au fond, personne n'est réticent au changement, surtout quand le changement se fait dans un sens qui peut être positif. Je pense que c'est surtout souvent les craintes qui parlent et peut-être aussi des expériences infructueuses ou en tout cas la peur d'un retour de bâton. En tout cas, il y a aussi une culture d'organisation qui est souvent en place, qui est difficile à changer, alors que l'individu lui-même serait prêt à mettre en place de nouveaux modes d'action. On parle souvent à un groupe et à une organisation structurée, et c'est à cette structure-là souvent que le changement, au fond, fait peur. Et c'est là où, ce que disait Agnès également, sur le portage du changement, c'est vrai que un vrai frein qui peut être rencontré, une vraie difficulté, c'est quand on se retrouve avec des priorités divergentes au sein de la même institution. Quand le changement est porté, par exemple, par une direction et pas forcément au niveau du DGS ou inversement. Et ça, c'est des choses qui arrivent, du coup, surtout à un certain niveau de la collectivité, qui peuvent constituer des obstacles conséquents à la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement. Et en même temps, parfois, ça peut être l'occasion également, en tout cas nous, dans notre posture de prestataire externe, on a un devoir de neutralité, bien sûr, dans ces cas-là, et ça permet de nous remettre disons, à la place de l'apport d'éléments factuels pour replacer, recentrer le débat sur des sujets qui ne sont pas politiques, qui ne sont pas des sujets de légitimité électorale ou des sujets partisans. C'est des sujets qui sont souvent des sujets qu'on peut démontrer par A plus B leur bien fondé, notamment quand il s'agit de politique de développement dans un certain sens. Donc je pense que c'est dans ce genre de cadre notamment que notre positionnement, en tout cas notre neutralité, prend tout son sens également. Sur le sujet des leviers, effectivement, je pense que le fait de replacer l'humain au centre, c'est la clé de voûte de certains sujets. Nous, on sent beaucoup au sein des collectivités avec lesquelles on travaille qu'il y a des dynamiques très fortes qui sont parfois portées par une poignée d'agents, mais c'est des pépites, c'est disons
des personnes qui sont extrêmement engagées dans leur action, dans l'action de la collectivité, et parfois un peu isolées au sein de leur structure ou de leur organisation. Et c'est ces personnes-là qu'on essaie notamment d'appuyer, puisqu'il y a un vrai sujet parfois d'appui, vraiment de soutien, puisque c'est vrai que quand on se retrouve à une minorité au sein disons, d'une organisation à vouloir faire bouger les choses, c'est pas forcément évident de faire valoir son point de vue, et puis on n'a tout simplement pas assez de bras pour le faire, hein, parce que ça représente énormément de travail, tout ça. Donc remettre ces agents-là, je pense que mettre les agents au cœur de la transformation, les valoriser, donner le droit effectivement à l'erreur, donner le droit à l'expression en tout cas, et mettre en avant les réussites. Parce que ce que disait Agnès par rapport à la transversalité, c'est un vrai sujet, je pense, c'est un sujet partout, mais c'est un sujet notamment dans nos collectivités à nous. La transversalité, c'est pas encore un réflexe. C'est-à-dire que chaque direction a tendance à travailler parfois un peu dans son coin, sans être forcément au courant de ce que font les autres, alors que c'est souvent très complémentaire ou au moins important de le connaître. Et c'est disons, cette possibilité-là de synergie qui représente également un levier qui est conséquent. Après, en termes de moyens, ça représente, comme tu le disais Chloé, ça représente des moyens humains, ça représente des moyens financiers. Je pense que dans nos territoires, on se retrouve à la confluence d'un certain nombre de dispositifs qui peuvent favoriser la mise en place de pratiques innovantes. Encore faut-il les connaître, encore faut-il être en mesure de les mobiliser, puisque quand on parle par exemple d'enveloppes de fonds européens, les enveloppes sont conséquentes. À La Réunion, on le sait bien, on est un territoire qui mobilise une bonne part, en tout cas une proportion importante de fonds européens, mais ce n'est pas le cas de toutes les collectivités en Outre-mer qui n'ont tout simplement pas la capacité à mobiliser les fonds, puisqu'en termes de procédure, en termes de suivi, c'est quand même lourd pour des collectivités qui peuvent être parfois très jeunes. Donc ça, c'est à la fois un frein, à la fois un levier, dépendamment de comment on le prend, mais en tout cas, ça dénote du potentiel qui existe entre les dispositifs et les acteurs des territoires, beaucoup de choses à faire et je pense qu'on verra de belles choses au fur et à mesure. En tout cas, on en voit déjà. Merci beaucoup Héloïse et Agnès. Je me permets de prendre au fil de l'eau des questions, puisqu'il y a plusieurs questions qui ont été posées dans le chat, notamment une pour Agnès, une question qui est autour des compétences. Justement, les personnes, vous parlez des chargés de mission, enfin des chargés d'innovation. Quel type de compétences peuvent avoir ces profils-là? Voilà, quelles sont peut-être les formations aussi qui permettent d'accéder à ces postes-là? Alors, en l'occurrence, on a 3 profils très, très différents. La première, qui était là déjà quand j'ai pris mon poste il y a 6 ans, elle est issue d'un laboratoire du CEA. En fait, elle était un laboratoire d'innovation du CEA qui rassemblait des gens du public, du privé, etc. Et elle était mise à disposition de ce laboratoire par le département. Donc là, elle est revenue dans le département. Elle a une formation d'ingénieur, mais elle s'est toujours intéressée aux questions de l'innovation. Elle a été formée à l'intelligence collective et c'est même la première promotion de cette formation. Après, on a une deuxième personne qui, elle, est issue du social, qui était CESF au département. Elle aussi, qui avait de l'appétence sur ces questions-là, puisqu'elle s'était aussi formée à l'intelligence collective. Et puis la dernière, c'est une toute jeune qu'on avait embauchée en sortie d'études pour être la chargée de mission qui s'occupait du projet d'innovation sociale au niveau européen et qui est une fille tellement formidable que pour l'instant on l'a gardée. Elle travaille sur un autre projet européen. Donc il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas, à mon sens, une formation qu'il faudrait avoir faite. La formation à l'intelligence collective est bien sûr une formation très intéressante. Parce que là encore,
c'est aussi un état d'esprit, une curiosité. Voilà, c'est des personnes, elles arrivent le matin, elles ont eu 50 idées, elles discutent, voilà, c'est plus des personnalités que. Je ne sais pas si ça existe, la formation à l'innovation, finalement. Enfin, c'est une vraie question. Elles émergent, mais effectivement, en tout cas, c'est une posture et une culture, ce que vous avez largement dit dans vos interventions, et du coup, ça correspond aussi au profil recherché. Est-ce que vous avez connaissance, l'une ou l'autre, de plateformes de partage d'expériences qui peuvent exister autour justement des pratiques innovantes dans les collectivités? C'est aussi une La question. 27e région. La 27e région qui fait beaucoup de choses là-dessus, qui fait beaucoup d'expérimentation, qui fait beaucoup aussi de groupes de travail et qui édite des documents sur, je ne sais plus, on avait participé par exemple à un document qui s'appelait le numérique frugal. Donc, il va étudier différentes suggestions. Et j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur le labo La Piste au niveau de la ville, de CCS, etc. C'est une expérience qu'on a menée avec la 27e région. En fait, la 27e région cherchait des pilotes pour tester ce genre de labo interinstitution. Et nous, ça correspondait, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dit aussi, on participe activement au mois de l'innovation, qui a lieu au mois de novembre, hein, qui est une manifestation nationale. Et depuis 4 ans, en fait, ce mois de l'innovation, il est co-construit inter-institutions. C'est-à-dire qu'on propose un programme avec des animations tous les jours, qui vont se dérouler une fois au département, une fois au CCAS, une fois à la ville, une fois à la métropole, avec des formations, je ne sais pas, au Lego Serious Play, avec des conférences internes où on fait venir des gens de l'extérieur, avec, je sais pas, des sujets très différents. Par exemple, la dernière fois, c'était faire une évaluation en marchant. Donc, on expérimentait, on emmenait les gens dans les parcs pour voilà, de faire plein de petits ateliers, enfin des ateliers, des conférences, etc. Donc, il faut dire aussi que ce qui nous aide, c'est que et la métropole de Grenoble et la ville et le CCAS ont aussi une antériorité, une culture de l'innovation très forte. Donc, on parle le même langage, on est dans les mêmes objectifs, dans la même façon de travailler. Merci beaucoup. Il y a une autre question, en tout cas, il y a deux questions qui tournent autour du même sujet, à savoir qui est l'implication des citoyens et des usagers dans la co-construction des démarches, en tout cas, d'innovation publique et de transformation. Voilà, quels sont un petit peu les leviers pour intégrer à la fois les usagers et les citoyens dans ces dispositifs-là? Héloïse ou Agnès? C'est une question complexe qu'on travaille de différentes façons. Alors là, par exemple, dans le cadre d'une évaluation sur le RSA, on a fait des focus group avec des bénéficiaires du RSA pour les écouter, pour travailler avec eux sur la politique d'insertion. Ça, c'est un exemple. On a, toujours dans le cadre de l'évaluation, avec toujours la métropole de Grenoble, on a mis en place des indicateurs de bien-être, donc à travers des panels de citoyens et des questionnaires. On travaille aussi, c'est un sujet sur lequel on travaille avec Grenoble École de Management aussi là-dessus, une chercheuse qui est spécialisée sur le problème de ces indicateurs. Là, dans le cadre du projet européen qu'on est en train de monter, on ne sait pas encore si on sera retenu, on a tout un projet sur un territoire, parce que pour moi, l'implication des citoyens ne peut se faire qu'à l'échelle d'un territoire. À l'échelle d'un département, c'est compliqué. Hein. La ville de Grenoble, la métropole a essayé en créant effectivement un panel qui s'interroge régulièrement, toujours le même panel, qui rémunère en fonction des questionnaires, etc., pour avoir un avis sur la population. Mais
pour moi, il faut quand même plutôt faire ça sur un petit territoire. Donc, c'est ce qu'on va faire, nous, sur Voiron, sur la politique de la jeunesse, avec l'idée de mettre autour de la table les jeunes, la MJC, le collège, les élus et l'ensemble. Le sujet de la jeunesse est un sujet intéressant parce que personne n'est vraiment pilote de la jeunesse dans les collectivités territoriales. C'est pas une politique sur laquelle il y a un pilote repéré comme le social, par exemple. Donc, donc arriver à se coordonner sur la politique de la jeunesse et faire une politique et proposer une politique qui réponde aux vraies attentes des jeunes et pas aux attentes imaginées par les adultes et les administrations de ce dont ils pourraient avoir envie. Voilà, si on a les financements européens, c'est là-dessus qu'on va bosser sur les 3 prochaines années, sur ce projet de la politique de la jeunesse sur une ville moyenne. Ok, merci beaucoup. Et peut-être, Héloïse, est-ce que sur cette même question, tu veux rebondir ou partager une expérience? Oui, alors par rapport à ce que disait Agnès, effectivement, en fait, tout dépend de l'échelle à laquelle on parle, mais c'est toujours plus pertinent et disons, comment dire, c'est une démarche toujours plus pertinente d'associer les citoyens qui sont directement intéressés en fait par les sujets. Puisque quand on parle à une échelle qui est trop grande, c'est difficile d'atteindre une cible qui soit représentative et qui apporte réellement des éléments constructifs au projet. Par exemple, nous, dans les projets, les interventions dans lesquelles on est présent, c'est souvent sur des projets qui sont bien définis. Par exemple, dans le domaine agricole à Mayotte, à titre d'exemple, quand on consulte la population, c'est vraiment les personnes qui sont directement associées, intéressées par le projet, concernées, puisqu'elles sont dans la zone où va se faire le projet, par exemple, ou c'est des personnes qui interviennent dans le domaine agricole. Et c'est vrai que à ce titre-là, associer la société civile, c'est aussi associer les citoyens qui sont le plus directement concernés, associer notamment les socioprofessionnels. Quand on parle d'un sujet, là je parlais de l'agriculture, mais ça vaut pour n'importe quel domaine économique, associer les représentants socioprofessionnels ou tout simplement des personnes ressources sur les sujets, quand ils ont un avis qui peut apporter, déjà quand ils sont concernés par la politique, ils auront forcément un avis qui sera plus facile à obtenir et surtout, ils seront plus faciles à mobiliser parce que c'est vrai que le vrai sujet, c'est la mobilisation. Nous, on s'en rend compte sur les échelles, par exemple, l'échelle régionale ou départementale. On peut lancer des concertations en ligne ou des concertations de la population. Le problème, c'est la mobilisation, en fait, puisque les citoyens en soi se sentent concernés quand ça les concerne le plus directement. Et c'est vrai que le rôle des élus, c'est souvent aussi de porter ces sujets-là. Il y a aussi toute la problématique de méfiance, souvent des populations face aux collectivités et au portage politique et public en général, avec un certain nombre d'amalgames parfois. On l'a vu notamment avec les échéances électorales dans nos outre-mer, il y a parfois un certain nombre d'amalgames qui peuvent être faits. Donc, le plus important, c'est de se concentrer sur des projets, à mon avis, des projets avec des objectifs qui sont clairs, où chacun peut apporter sa pierre. Merci Alors moi, beaucoup. je rajouterais bien quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement, c'est très compliqué d'impliquer les citoyens. Mais pour le coup, il y a des gens qui savent très, très bien faire, c'est l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que nous, par exemple, on travaille avec des associations comme Gaïa, qui organisent des manifestations comme des startups de territoire, c'est-à-dire sur des questions posées. On fait une grande journée festive où tout le monde vient bosser pour proposer des solutions innovantes. Ça, ils savent très bien faire et ils savent très, très bien mobiliser du monde. Donc, je pense que
nous, on est peut-être des fois un peu guindés, un peu institutionnels, etc. Mais qu'en revanche, voilà, on peut s'appuyer sur des associations comme ça. Je pense à Gaïa, je pense à tous les incubateurs, ils ont cette compétence et on est en train, nous, de travailler à des partenariats un peu formalisés avec eux sur ces questions-là. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. Je vous propose qu'on passe à la dernière question. On a déjà un petit peu parlé de projets concrets ou de plateformes de support de projets innovants. Du coup, cette dernière question, peut-être avez-vous, au cours de votre activité, un projet de transformation publique qui vous rend peut-être plus fier que d'autres? Héloïse, peut-être? Alors, sur le sujet des plateformes d'innovation ou de la mise en place de réseaux d'innovation, ce dont je me rendais compte lors des interventions d'Agnès tout à l'heure, c'est que c'est vrai que de notre côté, souvent du côté outre-mer, on a tendance à être un peu isolé de ces initiatives pour des raisons qui sont assez simples, hein. Le décalage horaire, l'isolement géographique qui fait qu'on n'est pas forcément… c'est toujours plus difficile parfois de s'identifier par méconnaissance, tout simplement. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu à tomber en dehors des filets sur les réseaux qui existent et les projets de transformation qui peuvent être développés et peuvent faire boule de neige dans plusieurs zones géographiques. Après, par rapport à ce que disait Agnès également, c'est vrai que l'ESS fait exception sur ce domaine-là. Et dans l'ESS, on a tendance à voir déjà une implantation des régions d'outre-mer beaucoup plus représentées dans les réseaux, avec une meilleure connaissance du maillage territorial en général, et du coup des façons de faire qui sont différentes. Mais pour revenir au sujet du projet de transformation qui me tiendrait à cœur, du coup, je n'aurais pas forcément de projet de transformation en interne de l'administration dont je pourrais parler pour l'outre-mer. Ce serait plutôt des projets de transformation menés avec l'administration au profit du territoire. C'est le cas de plusieurs projets, notamment sur Mayotte, puisque les enjeux sont particulièrement pressants et particulièrement urgents et qu'il y a énormément à faire en règle générale. Là, par exemple, en ce moment, on accompagne une collectivité dans la mise en place d'un centre agroécologique. Sur Mayotte, ce sera le premier de son type, ce sera le premier centre de ce genre-là, à promouvoir notamment les savoir-faire locaux qui sont vertueux en matière de gestion agricole. Donc, ce type de projet, c'est un projet qui là, en l'occurrence, qui fédère un certain nombre d'acteurs divers et variés. Et c'est ce qui nous tient à cœur, c'est la concertation, notamment donc, des acteurs socioprofessionnels, des institutions à différents niveaux, puisqu'il y a les différentes collectivités sur le territoire, il y a également les directions, les représentants de l'État pour le territoire. Donc, tout cet écosystème-là se met en ordre de marche pour que le projet aboutisse. Et à ce titre-là, c'est vraiment un projet dont je suis fière aujourd'hui. Oui. Merci. Agnès, peut-être? Alors, moi, j'ai envie de parler d'un projet qui a à la fois été une réussite, mais qui a été arrêté, qu'on est en train de reprendre pour dire que l'innovation, la transformation, c'est aussi des allers-retours. Voilà. Donc, c'est un projet qui s'appelait Construisons, qui était un projet d'intrapreneuriat interne, qui a eu d'ailleurs un territoriat d'or, je ne sais plus, en 2017 ou 2018, je ne sais plus, qui était une proposition, la proposition faite à l'ensemble des agents de la collectivité de proposer des idées. Et sur les idées qui étaient retenues par la direction générale, d'accompagner les dites idées pour les faire émerger. Donc, sur cet appel à projet, on a eu de tout, hein. On a eu des gens qui nous balançaient des idées, mais sans du tout s'investir. Donc, je ne sais pas, je voudrais faire du théâtre entre midi et deux. On a eu des idées plus farfelues comme faire venir des chiens accepter les chiens sur les espaces de travail. Et puis on a eu des idées beaucoup
plus sérieuses, et j'en retiendrai une en particulier, puisque celle-là, elle a abouti, qui était le projet de faire, à l'époque, on appelait ça un Airbnb des collèges, c'est-à-dire en partant du principe que les collèges, qui coûtent quand même chacun entre 15 et 20 millions, sont ouverts moins d'un jour sur deux dans l'année. Comment est-ce que on peut utiliser tous ces espaces publics rénovés, magnifiques, avec des salles de conférence, enfin avec tout ce qu'on veut dedans, pour en faire bénéficier qui a besoin d'espace quand le collège n'est pas occupé. Et ce projet a été accompagné. Alors, du coup, le département a financé un incubateur qui a aidé le porteur du projet à structurer son projet. Et il a abouti aujourd'hui, ça a mis du temps, parce qu'il faut un outil informatique. Enfin, derrière, il y a la négociation pas simple avec l'éducation nationale, il y a plein il y a des questions d'assurance, des questions de droit d'accès, des questions de qui va nettoyer, des questions de comment je réserve, des questions de à qui paye, à qui est-ce qu'on paye pas, à qui va l'argent, enfin je vous en passe. Mais le projet a fini par aboutir et le site internet de réservation devait ouvrir dans les semaines qui viennent. Donc, on a démarré petit. Inutile de vous dire qu'on n'a absolument pas les 100 collèges du département qui ont adhéré au projet, mais là aussi, on en a une dizaine et on va commencer avec eux. On va voir comment ça marche et on va voir du coup si là aussi ça peut faire tache d'huile. Mais le projet s'est arrêté, c'est-à-dire qu'on est parti tambour battant. La première année, on a eu plein d'idées qui nous ont été adressées. Et puis après, les choses se sont passées. En particulier parce qu'on avait insuffisamment mesuré la question du temps d'accompagnement nécessaire aux porteurs de ces projets. Et nos moyens internes, même avec nos 3 personnes sur l'innovation qui ne font pas que ça, on a eu du mal à structurer l'accompagnement des projets qui arrivaient. Et donc, on a fait une évaluation de la politique, de cette politique Construisons, pour voir quelles pouvaient être les pistes d'amélioration, comment on pouvait mieux formaliser, structurer les choses pour relancer la politique Construisons. Donc, on est en train de terminer cette évaluation et on en a sorti un certain nombre de conclusions, en particulier sur la question de l'investissement en temps qu'il faut qu'on prenne davantage en compte. Mais voilà, c'est un beau projet qui continue à vivre avec des hauts et des bas, comme tous les projets. Super, merci beaucoup. Je crois qu'il va bientôt être l'heure. Si peut-être il y a une dernière question. Oui, il y a une dernière question et avant de conclure peut-être, il y a une question qui, justement, c'est intéressant, c'est aussi comment justement une innovation territoriale peut aussi être déployée au niveau national. En tout cas, quelle est la coordination que peuvent avoir les collectivités avec l'État, avec les services de l'État et en tout cas déployer leurs innovations au niveau national. Alors moi, je veux bien répondre. Donc nous, on est en lien avec la DITP, qui est très active et qui fait vraiment des très belles choses et qui édite des guides, qui a plein de qui a un appui vraiment intéressant. Et puis après, j'allais dire sur les projets spécifiques, nous on les associe systématiquement. C'est-à-dire que par exemple sur l'histoire c'est sur Villefontaine qu'on avait travaillé sur les indicateurs de bien-être, les services de l'État étaient dans la boucle. Quand l'État a sa place, on l'associe, on travaille avec lui. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui. Tout à fait. Et Héloïse, peut-être tu veux également…
Ouais, sur le sujet des services de l'État, c'est vrai qu'ils sont systématiquement associés pour les projets avec chaque service en fonction de la pertinence, mais je pense que ça fait partie des choses les plus importantes dans le déroulement des projets pour que tout se passe bien depuis le départ. C'est d'associer les bons acteurs institutionnels aussi, et ça c'est donc à l'initiation du projet. Et donc ils sont systématiquement associés, présents. Parfois, donc l'État apporte des leviers auxquels la collectivité n'a pas eu le réflexe d'avoir recours ou n'a pas eu connaissance, tout simplement. Ça peut être des appels à projets en cours, ça peut être des dispositifs récents. Donc c'est pour ça que ce dialogue territorial-là, entre collectivités de différents niveaux et l'État, il est important pour la réussite. Super, merci beaucoup. Je pense qu'il va être l'heure de conclure. Peut-être Léa, un mot sur la prochaine webconférence avant de remercier nos intervenantes. Malheureusement, Joseph, c'était la dernière pour cette année. Donc, ok. ouais, vous êtes le dernier binôme, en tout cas, à avoir porté une webconférence dans le cadre du programme ambassadeur. Mais évidemment, c'est un programme qu'on va renouveler parce que c'est super riche, que les jeunes acteurs publics ou les jeunes qui sont engagés sur les questions de l'intérêt général ont plein de choses à dire et de sujets à porter. Donc, il y aura une nouvelle promo à partir de septembre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à parler de ce programme autour de vous parce que c'est toujours intéressant. Pour nous, en tout cas, c'est très riche de travailler en collaboration avec eux et porter des sujets autour du service public et essayer de valoriser un petit peu toutes les initiatives qui y sont menées. Donc, il n'y a pas de prochaine webconférence. On se retrouvera à la rentrée. Bien sûr, nous, Profil Public, on continuera à faire des webconférences sur des sujets d'attractivité et du service public. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et sur le site profilpublic.fr que vous voyez s'afficher à l'écran. Et aussi vous dire qu'il y a un replay. Cette webconférence, elle était enregistrée. Donc, il y aura un replay qui sera disponible et qui sera en ligne sur Profil Public. Donc, si ces échanges peuvent être utiles à qui que ce soit, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. C'était super riche. Merci Joseph et Chloé aussi pour l'animation. Merci beaucoup à Héloïse et à Nice. Pour l'invitation. Merci. Merci à vous pour votre intervention.